Et ils avaient fait un schéma sur les blessures et l'étiologie des blessures. Et ils avaient fait différentes sous-composantes qui te permettaient de comprendre pourquoi, soit en aigu ou soit en chronique, tu te blessais. Et en gros, ce schéma, et j'essaierai de le résumer pour pas que ce soit trop long, mais en gros, euh, ils sont partis du principe que dans une séance d'entraînement, donc l'athlète qui décide de rentrer dans sa séance d'entraînement, déjà la capacité de la structure, donc de son tissu, de son muscle, de son tendon, de son cartilage, de son os, peu importe, y a comme une certaine réserve à l'entrée de la séance. Et cette réserve-là, elle est influencée, et tu en parleras par la suite, mais par les entraînements précédents, si tu as fait quelque chose la veille, si tu as fait quelque chose 2 jours avant qui était relativement intense, donc au final la période de récupération que tu as entre deux séances. Également l'alimentation, parce que l'alimentation c'est aussi une manière d'augmenter un petit peu la capacité, en tout cas la capacité de charge au global. Également les blessures récentes, parce que si tu as eu une blessure à une articulation, bah, tu es souvent plus à risque. Le sommeil, l'âge, la génétique, etc. Donc ça c'est ta capacité de base que tu as au niveau d'un tissu quelconque. Et ensuite tu vas rentrer dans ton activité, et moi j'ai pris la course à pied parce que c'est quelque chose qui me parle. Et si on voulait vraiment spécifiquement parler de la blessure à course à pied, on pourrait se dire, dans une séance d'entraînement, quand on fait de la course à pied, on a une certaine fréquence gestuelle, donc un certain nombre de pas qu'on accumule sur une séance, entre 5 et 15 000, suivant les séances souvent. Donc on a une magnitude de charge, c'est-à-dire une quantité de charge qu'on met sur chaque pas, et ça on le multiplie par le nombre de pas. Donc ça, pour vraiment préciser cette notion de capacité et de contrainte, la contrainte ici, ça va être un nombre de pas associé à une magnitude de charge à chaque pas. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça, parce que la biomécanique, c'est-à-dire la technique de course, va aussi influencer la manière dont la charge est distribuée sur le squelette. Et ça, on en reparlera sur le sprint. Mais si, par exemple, on a une attaque au niveau du sol avant-pied, médio-pied, on sait qu'on va plus contraindre la loge postérieure, le mollet, le tendon d'Achille, etc., plutôt qu'une attaque sur le talon. Donc, encore une fois, on pourrait se dire, bah oui, la blessure, c'est capacité contrainte, capacité, tolérance, etc. Mais au final, même pas, parce que la biomécanique peut influencer la capacité de charge. Donc, je vais pas forcément rentrer encore plus loin dans le schéma, mais il y a une charge cumulative par session d'entraînement, évidemment, et si tu récupères pas assez entre deux séances, et c'est là où le chronique ou la blessure chronique va prendre place. Mais je trouvais ce schéma hyper intéressant parce que il te permettait de nuancer un petit peu cette équation qui était simple. Et évidemment, après, il y a plein de choses, hein. Par exemple, la magnitude de charge sur chaque pas, elle va être influencée par le poids de la personne, la vitesse de course et même le terrain. Mais tout ça pour dire que cette notion-là, elle est à nuancer. Et je crois que tu voulais repartir sur les facteurs qui influençaient plus externes comme l'alimentation, blessures récentes, etc. Ouais, alors, ouais, de quoi la nutrition, l'alimentation, tout ça? Sur les facteurs qui influençaient Ouais, l'entrée dans la séance, non? la capacité? Ouais. Ouais, bah du coup, oui. Moi, ce que je vois en fait dans cette équation de capacité et de contrainte, c'est que dans la capacité, il y a des sous-composantes, euh, tu vois, alimentaires, sommeil, bio, psychosocial, enfin, il y a un peu un ensemble. Et de l'autre côté, du côté contrainte, il y a l'aspect purement biomécanique, comme tu disais, la distribution des contraintes en fonction de la technique, si on parle de la technique de course. Mais c'est même pas que la technique de course, je pense que ça peut s'appliquer aussi à d'autres mouvements. Euh, le sprint, par exemple, c'est un bon exemple. Tu vois, si tu, en fonction par exemple, de le pelvic tilt, comment tu dis en français? Je sais plus. C'est la rétro, non? Ouais, Rétroversion, antéversion. la rotation du bassin, quoi. Ouais, je sais plus comment on dit en français. Le pelvic tilt, C'est l'inclinaison. rétroversion et antéversion, non? Ouais, voilà, antéversion, rétroversion. Si t'es, par exemple, si on prend cet exemple du sprint, si t'es en antéversion ou en rétroversion du bassin, tu vas pas mettre les mêmes contraintes sur les ischios. On sait notamment que sur le sprint, il y a des contraintes énormes au niveau des ischio-jambiers. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il y a le plus de lésions aux ischios. Mais d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est à la fois le remède et le poison, parce que c'est hyper important dans une réhab de remettre du sprint à un moment donné pour vraiment être prêt à revenir dessus, sur une lésion ischio-jambier par exemple. Mais en même temps, il n'y a rien qui est plus contraignant pour les ischios que de faire un sprint, parce que tu as des grosses contraintes excentriques
à vitesse élevée, etc. Et justement, en fonction de la position de ton bassin, si tu es en antéversion ou en rétroversion, tu vas mettre plus ou moins de contraintes sur les ischios et par exemple l'insertion proximale. Si tu es en antéversion, si tu cours en étant vachement antéversé au niveau du bassin, forcément tu vas venir étirer l'insertion haute, l'insertion proximale sur la tubérosité sciatique et forcément tu vas mettre davantage de contraintes tensiles, donc d'étirement et compressives à cet endroit-là. Donc ce qui peut mener éventuellement enfin cette antéversion du bassin peut mener à une lésion au niveau de l'anthèse, une anthésopathie, une tendinopathie insertionnelle ou pas forcément insertionnelle, ou carrément une lésion myoaponevrotique, mais plutôt au niveau de la jonction myotendineuse ou ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant déjà de se dire que sur la plupart des mouvements, la façon dont on va l'exécuter, la technique qu'on va adopter va orienter les contraintes et comment on va distribuer les contraintes en fait sur le mouvement. Et ça déjà, je pense que en termes d'application pratique sur de la réhab, aussi bien en préparation physique qu'en réhab, c'est intéressant parce que tu vois souvent il y a cette notion de bons mouvements, de mauvais mouvements, etc. Mais en réalité, tu te dis que si tu as une contrainte parce que tu es blessé, tu peux très bien adapter un mouvement et modifier en quelque sorte un peu la gestuelle pour être capable de le faire sans que ce soit douloureux. Moi, je pense par exemple, je prends mon cas personnel, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de deadlift, de soulevé de terre, et j'avais des douleurs un peu, alors je ne m'avancerai pas jusqu'à dire que c'est une tendinopathie proximale des ischios, mais des douleurs insertionnelles sur l'insertion des ischios, donc vraiment au niveau de la fesse. Et ça tire vachement en flexion de hanche, genou tendu, quand tu viens étirer les ischios. Et en fait, tu te rends compte qu'en faisant tes soulevés de terre avec une rétroversion de bassin et du coup une flexion lombaire un peu plus prononcée, tout de suite, tu peux faire ton deadlift sans avoir mal et en étant progressif. Et tu te dis que finalement, la biomécanique, dans cette équation de blessure, même en réhab, jouer sur la technique, jouer sur la bioméca, ça peut te permettre de distribuer les contraintes et de créer une logique de progressivité. Tu vois, moi c'est comme ça que je vois le truc, où je me dis, au début, j'arrive pas à tolérer un deadlift avec une grosse antéversion et du coup un gros étirement à cet endroit-là, donc je vais le faire un peu plus rétroversé en flexion lombaire et petit à petit aller davantage vers la contrainte. Donc je pense que j'ai pas parlé de ce que tu voulais Non, au départ. non, mais en fait, après, j'ai plein d'idées. Mais au final, oui, tu pourrais te dire, mais même si par exemple, au lieu de toujours manipuler l'externe, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai mal en grande flexion de genou, du coup je fais un box squat ou etc. En fait, tu as juste à manipuler un petit peu l'articulaire pour modifier les contraintes et les contraintes sur les muscles. Mais même sur du mouvement, comme je reprends la course à pied, mais tu vois, le papier de JB Morin sur la cinématique chez les sprinters, et en fait, ils ont montré ils avaient fait un protocole, je sais plus c'était sur combien de semaines, et ils avaient fait ce qu'ils appelaient des drills en gros. Mais voilà, entre nous, c'était juste purement des exercices de mobilité en end range, en fin d'amplitude, justement, pour essayer de retravailler, de rechanger un petit peu la cinématique. Et en fait, ils se sont aperçus qu'on pouvait remodifier un peu ces facteurs biomécaniques. Et après, ils ont fait la conclusion, du coup, que la blessure et cette espèce d'équation entre capacité et charge, ça expliquait pas tout et qu'on pouvait aussi manipuler les facteurs bioméca. Alors, moi, je pense qu'il faut pas trop pousser ça non plus parce que, tu vois, ils ont refait une autre analyse cinématique, mais là, en fait, ils ont fait pas sur du sprint à intensité maximale, mais sur de la réitération de sprint. Et ils ont vu qu'en fait, l'effet fatigue influençait les positions articulaires et la biomécanique. Et donc, en fait, naturellement, tu vas rentrer dans cette espèce de compensation naturelle que tu as. Et du coup, ce changement d'organisation des positions articulaires. Et du coup, d'ailleurs, pour en revenir sur le podcast qu'on a fait sur l'entraînement à l'échec, des fois, c'est pas une mauvaise idée en fait d'aller chercher les compensations naturelles qu'on est en train de faire et de travailler sur des cinématiques qui changent pour justement essayer d'être plus résilient dans ce changement quoi. De toute façon, c'est des compensations naturelles comme tu dis, genre c'est une auto-organisation de ton système nerveux quoi, un peu.
Si on fait À un le lien moment avec donné, ouais. la loi des, enfin la théorie des systèmes dynamiques où ton système nerveux cherche à s'auto-organiser en fonction des variables qu'il a à disposition, et forcément si tu diminues au cours d'un effort, enfin sur un effort long, en tout cas répété, comme tu dis en course à pied ou sur une réitération de sprint, si tu as avec la fatigue justement une baisse de la capacité progressive, tu vas devoir t'auto-organiser pour au niveau de la bioméca, tu vas devoir changer comme tu dis les positions articulaires, etc., pour continuer de faire le mouvement externe, réaliser la tâche et atteindre le résultat voulu par tous les moyens, quoi. L'output. Et d'ailleurs, on peut faire le lien avec la mobilité, parce que Ouais. si tu n'as pas accès à certaines positions et du coup à certaines amplitudes articulaires, bah, tu as moins de variabilité dans le mouvement, tu as moins d'options à partir desquelles ton système nerveux il peut s'auto-organiser pour faire face à cette baisse de la capacité et à l'émergence de la fatigue. Et du coup, ouais, ça c'est intéressant, tu vois, j'y avais même pas pensé. Bah oui, mais sur le papier de JB Morin, en gros, ils ont vu que en fait, après intervention, ils sont passés d'une position où tu étais plus en antéversion, donc tu avais une contrainte plus élevée sur la partie proximale des ischio-jambiers. Et après protocole, en gros, ils ont fait, voilà, ils ont retravaillé au final de la mobilité, enfin ce qu'on considère comme de la mobilité. Et après, ils ont retrouvé un schéma plus avec de la rétroversion, et du coup, la longueur musculaire des ischio-jambiers changeait forcément. Et du coup, bah, tu avais moins de contraintes. Mais effectivement, tu pourrais te dire, bah. Du coup, il y a quand même un intérêt d'être capable d'avoir du contrôle et de la force, que ce soit à grande longueur ou à longueur normale, en fait. Parce que finalement, à un moment donné, tu vas probablement compenser et repasser en légère antéversion et avoir une contrainte sur la partie proximale des ischio-jambiers. Donc, et ce qui était marrant, c'est que ils ont fait des exercices qui était vraiment un peu en fait, de la contraction. Il me semble qu'il y avait de la contraction iso en end-range. Enfin, c'était vraiment très axé, essayer de choper du contrôle sur les amplitudes qu'on maîtrise pas trop, quoi.